Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors au sommaire de cette quotidienne aujourd'hui, nous parlerons d'un moyen de transport qui a servi à l'époque pour nos vieux, mais qui est servi encore aujourd'hui, surtout en grande terre. Je veux bien sûr parler du radeau, donc nous irons dans la tribu de Pambay, dans la commune de Touo, et Duc Menongo nous en parle dans notre rubrique C'est bien de chez nous. Ensuite, nous parlerons sensibilisation handicap dans notre rubrique santé sociale avec Anna Chiron. Et enfin, pour notre rubrique job et éducation, nous reviendrons sur le carnaval de Koné, mais nous reviendrons surtout sur la préparation quant à la fabrication, par exemple des masques avec les enfants des écoles primaires de l'école, des écoles de la commune de Koné. Mais retrouvons tout de suite notre invité du jour. Charles Cali, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président du CTOS. On est là pour parler un peu d'un événement que vous avez justement un partenariat plutôt qui est passé entre vous et Cognambo-Nickel, mais bon c'est national. Donc l'événement s'appelle Santé vous sport, qui a été organisé par le Comité national olympique et sportif français, dont les parrains sont Laure Manoudou et Tony Parker, donc un événement qui a commencé déjà depuis 2010. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que ce principe ? Le principe, c'est, comme vous l'avez dit, c'est d'abord une opération nationale. Alors, le principe, c'est de faire pratiquer au maximum de personnes qui sont dans les entreprises, qui sont au travail, des activités physiques et sportives, non pas dans un but de compétition, mais simplement dans un but de santé, d'entretenir son corps. Comme on le sait, au niveau de l'ensemble de l'Océanie, c'est le comité océanien olympique et sportif qui a fait de son programme de lutte contre le diabète et l'obésité. C'est un problème qui touche bien évidemment la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a une majorité de personnes qui sont concernées par ce problème. Et c'est vrai qu'en partenariat avec l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie, nous nous sommes attachés à développer ce secteur sport-santé, puisque nous avons aujourd'hui un chef de projet dans ce secteur dont l'objectif est bien évidemment de mettre tout en œuvre pour qu'on puisse travailler et développer cet aspect du sport. Alors donc l'événement a commencé le 13 septembre, mais qui va d'ailleurs se continuer jusqu'au 21 septembre. Vous avez déjà effectué donc le week-end du 13 septembre à Koné, à Foué, avec Cognambo-Nickel. Donc le principe c'est quoi? C'est de valoriser le sport au travail, c'est ça, Oui, tout à fait. On va dire que Cognambo-Nickel a souhaité accompagner ses employés au travers des actions de formation, mais aussi au travers de la santé, parce qu'ils se sont rendus compte qu'avec les nouvelles méthodes de travailler au quart et tout, il y avait des répercussions sur le plan de la santé. Oui. Et on sait que justement, nous, avec l'Agence sanitaire et sociale, on avait aussi ce souci partagé, et donc ce partenariat entre le CTOS, le CPOS, qui est notre représentation au niveau de la province Nord, et Cognambo-Nickel, eh bien, on a une action de partenariat, et donc qui s'est traduite par cette action qui donc consistait à faire découvrir 12 ou 13 activités à l'ensemble des employés, mais aussi à leurs enfants. Donc c'était en fait avec toutes les associations de la zone VKP, des ateliers offerts à l'ensemble de ces personnes pour qu'elles pratiquent dans un cadre de loisirs, uniquement dans un objectif de santé, sans aucune ambition de performance. D'accord. Alors ça veut dire que ça va être comme au Japon ou en Chine, où on aura des structures dédiées au sport à côté des entreprises? Alors ça peut l'être, puisque justement Cognambo, au sein de leur usine, ils ont un certain nombre d'installations sportives pour justement leurs employés. Mais ensuite, l'objectif, c'est aussi... Justement, ça va s'étendre avec les autres entreprises s'ils le souhaitent. On l'espère bien, mais c'est vrai qu'il y a diverses formes. Il y a par exemple des entreprises en métropole qui permettent à leurs employés de pratiquer 1 heure quotidienne d'activité physique, parce qu'elles se sont rendues compte qu'en termes de rentabilité, le fait de pouvoir, on va dire, se dépenser physiquement 1 heure par jour, en termes de rentabilité, c'était complètement bénéfique pour l'association, pour l'entreprise, pardon, et que donc, elle pouvait offrir une sorte de ticket sport à leurs employés pour qu'elles aillent pratiquer dans différentes salles ou terrains de la commune. Est-ce que cela pourrait être imposé au niveau justement pour que la santé s'améliore au niveau des entreprises? Alors notre but, c'est pas trop de l'imposer, c'est de faire prendre conscience qu'avec des activités physiques et sportives pratiquées au quotidien, on peut largement lutter
contre des problèmes comme le diabète ou l'obésité notamment. Et c'est vrai qu'en termes, on va dire, de coûts pour la société, eh bien, ça serait une économie considérable parce que c'est plusieurs milliards qui sont consacrés annuellement à régler ce genre de problème. On sait que l'activité physique et sportive est un des moyens pour pouvoir lutter contre ces problèmes-là. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de multiplier ces actions grâce à nos ligues, grâce à nos comités, grâce à nos associations. Et donc on est en train de réfléchir justement à créer un label sport santé de façon à ce que, c'est vrai que quand on voit la pratique sportive en Calédonie, on voit souvent à travers la compétition, ce qui est une excellente chose, mais c'est vrai qu'il y a aussi une grande majorité de gens qui aspirent à pratiquer des activités physiques ou sportive, mais dans un but de loisir ou simplement dans un but d'entretenir sa santé. Et c'est ce public-là aujourd'hui que nous visons parce qu'on pense que c'est quand même très important que ces gens-là viennent pratiquer. Alors tous les sports sont pratiqués, qui vient intervenir? Est-ce que c'est des professionnels, c'est des gens du CTOS auprès des employés? Alors, par exemple, samedi dernier, comment ça s'est passé? Alors samedi dernier, on avait des gens du CTOS, on avait les gens du CPOS et puis on avait des associations sportives de la zone VKP qui étaient là et donc qui proposaient aussi bien, qui avaient mis leur matériel à disposition, mais qui proposaient aussi des éducateurs. Donc c'est vrai qu'on se dirige, nous, vers cette labellisation de sport santé pour des associations, on est en train d'établir un cahier des charges, bien évidemment, des associations qui prendraient en compte cet aspect de la pratique des activités physiques et sportives, mais avec un encadrement bien déterminé. C'est-à-dire que bien évidemment, il ne s'agit pas de dire aux gens, voilà, on vous offre les installations, allez-y, pratiquez. Non, il y aura un encadrement qui leur permettra de le faire d'abord en toute sécurité, parce qu'il y a certaines activités, notamment tout ce qui est nautique, forcément, il y a un encadrement minimum nécessaire. On va dire tout ce qui est à risque, que ce soit l'escalade, les activités nautiques, la plongée, enfin des choses de ce genre-là. Et puis après, eh bien, ne serait-ce que dans un but de guider ce genre de public, parce qu'on sait très bien qu'il n'est pas là pour faire une performance, il est là pour faire sa propre performance. Et donc c'est en ce sens-là que les personnes qui sont autour sont formées et informées pour guider ces gens-là. D'accord. Alors là, le partenariat s'est fait avec Cognon-Beau Nickel. Est-ce qu'il va s'étendre avec d'autres entreprises? Quel est votre projet? Quel est le suivi en fait de ce partenariat? Alors le but, c'est bien ça, c'est de l'étendre à un maximum d'entreprises, parce que c'est exactement ce qui se fait en métropole. Donc nous, on relaie au niveau de la Nouvelle-Calédonie ce qui se fait au niveau national. Vous allez voir les entreprises ou c'est les entreprises qui vous appellent justement? Les entreprises peuvent nous appeler au CTOS, bien évidemment, ou auprès des CPOS, des comités provinciaux olympiques et sportifs. Et puis, bien évidemment, nous, on répondra volontiers à cet appel. On est en train de fabriquer un certain nombre d'outils pédagogiques, dont certains étaient présents dans le stand de Sport Santé sur Fouet, justement où on parle simplement en termes de prévention. Les actions à faire sur le plan nutritif, voilà, donc tous ces aspects-là qui sont développés et pour lesquels aujourd'hui on est en train de construire en partenariat étroit avec l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie des outils qui ensuite ont vocation à être multipliés et ensuite à aller sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Alors, outre ce partenariat avec Cognon-Beau Nickel, d'autres projets du CTOS donc, à l'avenir? Dans l'immédiat, ou autre événement que vous avez annoncé? Non, pas d'événement précis. On a effectivement des idées avec l'Agence sanitaire et sociale, notamment sur, comme je vous l'ai dit, la labellisation de clubs à travers cette étiquette, cette labellisation sport santé, et puis un appel à projet certainement qu'on fera dans ce cadre-là sur une opération qui va être conjointe, CTOS, Agence sanitaire et sociale. Donc notre ambition, c'est de construire des bases solides avec des outils solides et puis ensuite, une fois que les choses sont bien structurées, on va dire, de pouvoir faire en sorte que ça s'étende au maximum possible sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. D'accord. Alors un message à passer peut-être aux Calédoniens par rapport au sport? Oui, moi je dirais pratiquer énormément, où que vous soyez. L'activité physique et sportive, c'est un investissement qui est très vite rentable parce que c'est vrai que sur le plan de la santé, on s'aperçoit rapidement que les gens qui font une pratique régulière des activités physiques et sportives ont plutôt tendance à se sentir mieux que les autres. Donc je veux dire qu'à titre préventif, pratiquer. Voilà, donc santé, vous sport. Merci Charles Cali d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Allez, on passe tout de suite à l'agenda du pays.
Bonjour Davina, donc on te reçoit pour le deuxième agenda de la semaine. Oui, bonjour Elise et bonjour à vous à la maison. Donc on commence directement cet agenda avec les permanences juridiques gratuites en province Nord, n'est-ce pas? Donc pour le mois d'octobre, ça commence demain donc à Koumac de 13 h à 17 h au centre mère-enfant. Ok, pour la formation qui suit, on reste à Koumac, mais cette fois-ci c'est pour demain. Oui, pour demain, du côté de Koumac, il y a l'opération qui va avec le mois d'octobre, donc l'opération Octobre Rose, tu sais, c'est pour la prévention et puis l'information pour le cancer du sein. Et dans ce sens, eh bien, la mairie de Koumac et l'association au soutien des malades du cancer organisent un rassemblement à 17 h dans les jardins de la mairie pour former un grand ruban rose pour soutenir donc ce mouvement. Donc n'hésitez pas si vous êtes du côté de Koumac. Cette année, donc l'opération vise à informer l'entourage proche des femmes pour que ceux-ci incitent les dames à aller se faire dépister. C'est important. Il y a encore trop de cas de cancer du sein en 2014. Il faut que ça change. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez entendu l'information. Il est important d'aller se faire dépister. Pour l'information qui suit, on parle d'activité de la médiathèque Louis Bastien, destination des enfants qui n'auront pas école demain. Eh bien oui, ils ont de la chance. Demain, eux, ils n'ont pas école. Donc, il y a des ateliers qui leur sont proposés de 8h30 à 10h30, donc pour ceux qui n'ont pas école. Et puis, pour les plus petits, il y a des lectures d'albums et de contes à partir de 16h. Là, c'est ouvert aux enfants de 4 ans et plus. Il y a aussi la même opération du côté de Koné. Et ouais, à Koné aussi, ils n'ont pas école. Elise attend. Donc, ils iront profiter des mercredis à la case. Donc, c'est quoi les mercredis à la case? Eh bien, ce sont des animations proposées par la médiathèque, mais de façon décentralisée. Et donc là, ils sont présents du côté de la tribu de Poinda de 8 h à 11 h à la maison commune. Et puis, ils seront également à la maison commune de Noélie, toujours de 8 h à 11 h. Voilà, si vous ne venez pas à la médiathèque, c'est la médiathèque qui se déplace chez vous. Et on reste à Koné pour les inscriptions à la cantine. Oui, les inscriptions à la cantine pour l'année prochaine, donc pour 2015, à l'attention des parents des élèves en cours élémentaire et en maternelle. Sachez que ce n'est pas parce que l'enfant change de classe que forcément il est inscrit d'office à la cantine. D'accord. Il faut se réinscrire, il faut aller du côté du SAP, donc Service d'appui aux populations. Pour ceux qui souhaitent avoir deux numéros de téléphone d'ailleurs pour vous, le 47 30 86 et 47 30 89. Les inscriptions se tiennent jusqu'au vendredi 10 octobre 2014, notez bien la date. Et puis voilà, c'est en vue de préparer au mieux la rentrée, on demande de respecter les dates limites notamment. D'accord. Et pour terminer cet agenda, on termine avec le festival Femme Funk Family qui débute ce soir. Et oui, ce soir commence donc le fameux festival Femme Funk Family, la tournée d'artistes dans le pays. Donc ça débute aujourd'hui, on vient de vous le dire. Si vous habitez Nouméa, Païta, Mandor, Koné, Koumac, Wailou ou encore Alifo, voilà, ils passeront chez vous pour des petites représentations. Il y aura aussi du côté du centre culturel Chibaou les samedis 4 et dimanche 5 octobre, le fameux week-end consacré justement à ces artistes. Donc pour ceux qui souhaitent avoir des renseignements, vous pouvez aller sur le site Facebook du festival Femme Funk Family, voilà, pour avoir des infos. Donc le festival Femme Funk Family est une plateforme musicale et artistique, on le sait tous, servant à la fois de tremplin, de tremplin de reconnaissance pour les artistes confirmés, de tremplin pour celles qui débutent. Et puis, est-ce que justement tu peux nous dire comme ça vite fait les artistes qui se produiront durant ce festival pour nos chers téléspectateurs? Alors, chers amis téléspectateurs, vous pourrez noter la présence de Chazol et de Big Flo et Oli, ce sont des artistes métropolitains. Il y aura également de Nouvelle-Zélande Esther et Lola, ou encore l'artiste australienne Hiatus, qui sera là. Puis il y a nos amis calédoniens aussi qui sont là. Je sais qu'il y a Mej en acoustique, je sais aussi qu'il y aura Landry ou encore Vévélan. Il y a aussi l'artiste Erwan Botrel, il y a Michel Mollet, il y a le trio Passion, enfin voilà, pour ne citer que. C'est déjà une belle affiche, je trouve. Voilà, tu m'as oublié. Ah ok, il y aura aussi Hélène Nagan pour ceux qui plaisante. Bon voilà, un beau programme qui s'annonce tout en musique. Merci pour tout Davina. Merci Elise, à demain tout le monde. Allez, on retrouve Duke pour la rubrique C'est bien de chez nous. Alors aujourd'hui, on parle de ce moyen de transport qui est le radeau. Bonjour Duke. Bonjour Elise, bonjour à vous à la maison. Alors Elise, tu te souviens lorsqu'on a diffusé le reportage sur les pirogues? Oui, on avait déjà en a parlé un peu. Ouais. Oui, voilà. Du coup, voilà, ce qu'on peut rajouter aujourd'hui, c'est que
on rappelle la définition du radeau. Le radeau, c'est une embarcation élémentaire, on va dire ça comme ça. Élémentaire parce qu'on dit qu'on fabrique les radeaux avec les moyens du bord, on va dire ça comme ça. Alors, tu te souviens, c'était Jeannot du musée du pays qui était intervenu dans notre reportage sur les pirogues. Et lui, il nous disait que chez lui, chez vous, là-bas à Djehoul, les vieux construisaient des pirogues à partir se servant des grandes racines, des grosses racines de banyan. Et puis, voilà, et puis ils utilisaient aussi la racine de banyan pour fixer un peu ces différents éléments-là qui vont servir à la fabrication de cette embarcation, Élise. Oui, et puis ces pirogues étaient utilisées pour une pêche près du rivage, on va dire ça. Puis je crois que c'était surtout pour remonter les nasses et les filets. Et comme on l'a dit, on fabriquait justement ça avec ce qu'on trouvait sur place, quoi. C'est vrai, Élise. Alors on a cité déjà les racines de banyan, les racines de banyan doubles, alors pour en faire les cordes là, avec la fibre, on tressait ça pour faire des cordes. Et puis aussi, on utilisait aussi un arbre qu'on trouve souvent au bord de mer, souvent au bord des rivières, le bourraou aussi pour son écorce, pour en faire des cordes aussi, toujours pour fixer, attacher tous ces éléments-là qui servent à la fabrication du radeau, Élise. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on en fait beaucoup moins, voire plus du tout sur les îles. Mais par contre, sur la Grande Terre, le radeau, franchement, a toujours sa place. C'est vrai, Élise. Alors, sur la Grande Terre, alors, on va dire qu'il est vraiment pas rare de voir un radeau sur les bords des rivières de Wahilou, ou même de plus haut, la Ponériouin, tout ça, tout. Et puis voilà, la différence avec le radeau dont on parlait tout à l'heure dans notre introduction, c'est que le radeau de la Grande Terre, là, il est plus fabriqué avec le fameux bambou. Oui, le bambou qui pousse en abondance au bord des rivières, justement, oui, sur le bord des rivières de la Grande Terre. Et puis voilà, du coup, c'est encore plus facile pour les gens de la Grande Terre de se fabriquer les radeaux en bambou. Et puis voilà, justement, Élise, on a de la chance d'avoir une de nos reporters, là, en l'occurrence Camille Mounier, qui a rencontré des habitants de Tiwaka. Elle a rencontré des habitants de Tiwaka qui lui ont partagé un peu pas leur secret de fabrication, mais qui lui ont montré un peu comment on fabrique et puis comment on utilise le radeau. Alors je te propose, Élise, je vous propose à vous à la maison qu'on regarde ensemble ce petit reportage signé Camille Mounier. La fabrication du radeau, on fait avec le bambou. Donc on va aller voir le champ de bambou au bord de la rivière. Et puis on va choisir les bambous qui sont les mieux appropriés. Donc on va prendre ceux qui sont encore verts et puis ceux qui sont un peu secs, de manière à ce que ça flotte bien. Je suis avec Cécile, la grande sœur, et puis les deux frères, c'est-à-dire ses deux fils, Joël et puis Jean-Christophe, et puis moi-même, Laurent, pour fabriquer le radeau. Moi, c'est Calixte. Voilà. On fait un radeau de 6 bambous. Avec 6 bambous, on prend 3 secs et 3 verts. C'est pour que ça dure un petit peu plus longtemps le radeau, quoi. Et les secs, c'est pour que ça flotte bien. Si on coupe que du verre, ça risque de faire sous-marin. Là, on va mesurer avec le bambou, on va dire référence, là, pour que ça fasse les 6 mètres. Puis à chaque fois, on prend d'ici là le devant du radeau. Chaque fois, on coupe là où il y a comment on appelle ça, la séparation. Là. C'est ça là qui fait qui va devant, quoi, pour ne pas que l'eau rentre dedans. C'est pour ça qu'on coupe ici. Là. Ok, ensemble les bambous. Là, il a intercalé les bambous verts et puis secs. On va mettre le sec vers le bord hein, pour que ça flotte bien. On coupe deux morceaux de bois durs
Là, on va prendre le caféier, pour faire les traverses. Donc, pour bien assembler les bambous et attacher avec. Un devant, un caféier devant et un morceau de caféier derrière, à l'arrière. Celui-là, on va les mettre comme ça. Là. Et après, à attacher avec le cordage. C'est ça, là, on fait avec ce qu'on trouve ici, là. C'est l'écorce de bourrao, où il y a une liane dans la forêt, là. On fait avec. La traverse, il doit être la même longueur que les 6 bambous, là, de manière à ce qu'on puisse sortir un petit peu pour qu'on puisse attacher avec le cordage. Juste pour que ça tienne bien, quoi. Pas que ça glisse. Le corde, là, il faut que ça soit attaché là, à l'autre bout. Fabriquer le radeau, ça demande beaucoup de force, surtout pour attacher. Parce que, surtout avec ce genre de cordage, là, ça glisse. Et il faut tirer fort, de manière à ce que ce soit bien fixé, attaché, quoi. Parce qu'une fois que ça touche l'eau, ce genre de cordage là, il glisse. Et le bambou, quand ça bouge, le radeau il se disloque, quoi. Les bambous se disloquent des uns des autres. C'est vrai que ce sont les hommes qui fabriquent plus de radeaux, étant donné que ça demande beaucoup de force pour tirer surtout les bambous quand ils sont accrochés les uns aux autres. Mais une fois que tu sais faire, faut faire un peu doucement, tranquillement. Il y a certaines femmes qui le font, mais il faut à leur rythme. Et avec parfois les bambous qui tombent déjà, c'est plus facile à tirer, voilà, et à couper. En général, quand on fait tout seul, on fait en une journée. Il n'y a jamais eu de raté dans la construction de radeaux parce qu'il y a toujours les vieux qui sont là pour conseiller, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas couper tel bambou, il faut toujours équilibrer par rapport au nombre de bambous, etc. Et ça s'oublie, je ne pense pas. Tu flottes pas. Tu flottes. Ah si. Je suis contente avec le radeau tout neuf. On a navigué avec le petit bambou, là, comme des rames. En appuyant avec le bambou, on va dans le courant. Mais on tourne à gauche, à droite. Comme ça, le courant, il ne va pas nous amener, loin. Le radeau de bambou, c'est rien. Mais nous, c'est très important pour nous, les radeaux de bambou. C'est pour traverser la rivière, pour aller au champ. Pour aller chercher des patates, des maniocs, des papayes, pour mettre au marché. Si j'avais pas le rando, je suis obligée d'aller au champ à la nage pour retourner avec les sacs de manger. Il faut un bambou ou 2 bambous. Mettre dessus le sac et puis après nager avec. Mais là, c'est meilleur les randos, couper les bambous pour construire une rando pour traverser la rivière. Partir le matin, revient le soir. Moi, c'est important pour moi pour faire les randos, construire les randos. C'est pour passer de l'autre côté.
c'est l'autre côté dans les champs, amener à manger. Bien les papayes comme là, des bananes pour mettre au marché, pour ramasser des sous. Comme ça, je vais acheter du savon, du riz, un peu les machins comme ça pour la maison. Puis moi, les randons bambou, c'est garder toujours les randons bambou. Si c'est parti par le courant, moi je reconstruis encore un autre pour remplacer celui-là qui est parti avec le courant. Oui. Voilà. Voilà, donc en voyant cette maman en train de, sur le radeau, ça me rappelle un peu mon enfance passée un peu à Ponériouin, où d'ailleurs les jeunes qui étaient avec nous à Ponériouin, ils vont pas me contredire en disant que nous, quand on vivait en fait à Naouroupou, c'est un endroit, l'école pastorale, pour aller par exemple au magasin à la tribu de Mou, on allait en radeau, et même les étudiants de l'école pastorale qui avaient des enfants les emmenaient justement à l'école à la tribu de Mou, en radeau, donc le matin et au retour le soir justement, et c'était agréable. En même temps, nous les enfants, on aimait bien ça, et puis ça évitait de prendre la voiture et puis d'aller à Naouroupou jusqu'à la tribu de Mou, et puis c'était plus court, puis en allant en radeau, c'était agréable. Et puis pendant les camps de vacances, justement, on fabriquait avec les bambous les radeaux. Et puis aujourd'hui, on a perdu un peu la technique, mais par contre, les gens de Ponériouin, si tu leur dis de fabriquer justement les radeaux, ils savent le faire, quoi. C'est vrai, ça avait l'air. C'était utilitaire, en fait. Alors là, tu nous parles du côté utilitaire, c'est vrai. Et puis, on peut en parler un petit peu du côté plus divertissement de la chose. Oui, il y a la regade des touques. Il y a la regade des touques, et puis les jeunes en tribu, ils aiment bien s'amuser, faire des petites courses. Là. Et puis voilà, là, tu parles de la regade des touques, et puis sur tout, je crois, samedi dernier, normalement c'était prévu le 27, 27 septembre, il y a eu une petite régate qu'ils appellent la régate des objets flottants. Alors là, les participants étaient invités à se fabriquer leur propre embarcation, leur propre radeau, avec les moyens du bord aussi. Et puis ensuite, ils devaient se défier dans la baie, à travers une petite régate, une petite course dans la baie du village de Tours. Et puis ça rejoint, ça ressemble un petit peu. Je ne sais pas si les qualifiés vont participer à la fameuse régate des Touques qui a lieu à Lansvata. On sait qu'il y a une année, je crois que l'année dernière, c'était le lycée de Poindimier. Le lycée Antoine Kella, devait justement fabriquer un radeau avec des touques. Ils devaient essayer justement à la plage de Poindimier et ensuite participer. Ils ont été, je crois, sélectionnés. C'est la seule équipe d'ailleurs. Ils ont participé à la régate des touques, donc à Nouméa. Tout à l'heure, en écoutant ce que tu me disais, ce que tu partageais par rapport au radeau, ton enfance, ça me rappelait aussi ce que nous on faisait à Moravel, tout ça, avec on faisait des petits radeaux, mais avec les polystyrènes, ça qu'on allait chercher dans les conteneurs là, des sociétés, à Ducos, tout ça. Et puis même à Marais, le grand-père, il avait un magasin, du coup on avait souvent les grandes palettes en bois, là, et à l'intérieur on essayait de caler du polystyrène et puis des bouteilles vides, tout ça. On a amené ça à la mer, ça flottait, mais c'était pas très stable, Élise. Quand on pense qu'aujourd'hui, on prend les voitures pour aller juste à côté, et avant, nos vieux, nos arrière-grands-pères prenaient le radeau. Donc peut-être que pour être plus écologique, on devrait revenir au radeau. Bon, c'est facile à dire, on va dire ça. Il y a la mémé, la mémé Tiwaka, là, qui nous montre l'exemple. Elle a déjà un certain âge, et puis elle continue à utiliser son moyen de transport préféré là, pour aller au champ. Elle dit que c'est pratique. Puis ça fait des efforts physiques de ramer un radeau, alors que la voiture, on accélère juste l'accélérateur. On accélère, ça pollue. C'est vrai que le radeau, il y a plusieurs bons côtés à mettre en valeur, à mettre en lumière. Après, il faut de l'eau pour se déplacer, bien sûr. C'est vrai, Lise. Alors, pour continuer là, sur notre histoire de radeau, là, pour les touristes, même les gens du pays qui voyagent un petit peu à travers le pays, parce que pour voyager, on pense souvent à aller à l'étranger, mais le pays, il y a beaucoup de choses. Le pays, il est grand, puis il y a beaucoup de choses à découvrir. Alors, on sait que des tribus et puis des gîtes du côté de Tours, justement, et puis de Ponériouin, proposent aux touristes, proposent aux gens des balades en pirogue, même des balades nocturnes aussi. Du coup, pour les gens qui sont intéressés par la découverte du pays en suivant cet angle-là, c'est assez original.
ils peuvent se rapprocher des points infos de ces communes-là. C'est ça, et auprès du tourisme provincial. L'office du tourisme, c'est ça, Elise. Merci, Elise. Merci, Duke, de nous avoir parlé du radeau et puis nous faire rappeler un peu notre enfance. Merci pour tes histoires. Merci encore à vous, à la maison, de nous avoir suivis. Allez, on retrouve Anna pour notre rubrique « On s'occupe de vous ». Alors bonjour Anna, contente de te retrouver pour une nouvelle rubrique et cette fois nous parlons d'une action de sensibilisation au handicap et cela se passe dans une école de la province Nord. Bonjour Élise et bonjour à vous, je suis contente aussi de vous retrouver. Alors on va effectivement dans le Nord, plus précisément du côté de Pointe-Dimier, car on va se rendre dans l'école du village. Pourquoi là? Eh bien, parce qu'il y a dans cet établissement une classe spécialisée, une CLIS 2. Alors, une CLIS 2, c'est adressé en particulier aux enfants qui sont sourds. Donc, j'avais fait, il n'y a pas très longtemps, un reportage d'ailleurs dans cette classe. C'était sur la langue des signes. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, effectivement. Donc, pourquoi nous y retournons? Tout simplement parce que l'institutrice a fait le constat qu'il n'y avait pas d'échange entre les élèves de sa classe et les autres élèves de l'école. Donc, elle a voulu y remédier. Donc, elle a décidé d'organiser 2 journées de sensibilisation aux entendants sur la surdité pour avoir un meilleur, point de vue autre sur la surdité. Oui, je me souviens très bien de ce reportage parce que j'étais très émue de les voir communiquer en langue des signes. C'est pas évident pour nous, mais voilà, entre eux, ils arrivent à faire ça avec leur enseignante justement. Et c'est bien que cette initiative de sensibilisation, car on sait que les enfants peuvent réagir parfois méchamment face à la différence. C'est vrai que lorsqu'on ne comprend pas la différence, on a des réactions un peu bizarres, et encore plus chez les enfants, c'est vrai. Donc, c'est une action, cette sensibilisation, elle concerne tous les élèves de l'école, du CP jusqu'au CM2. Et donc, les mots principaux sont respect et tolérance. Donc, voilà. Et puis, les débats aussi, il y aura des débats autour du thème du handicap. Et puis, il y aura aussi une initiation à la langue des signes pour les élèves de l'établissement, pour les instituteurs aussi, pour que les élèves puissent... ils vont essayer de retenir, d'apprendre en tout cas quelques signes pour pouvoir ensuite communiquer avec les enfants sourds. C'est sûr que si les élèves arrivent à apprendre quelques signes, cela permettra en fait de dialoguer, d'échanger avec ces enfants justement sourds. Et avec les enfants, il suffit parfois d'expliquer pourquoi l'autre est différent pour qu'ils comprennent et acceptent justement cette différence. Il y a aussi des personnes qui travaillent justement dans ce sens. Je pense à l'APS, l'Association pour la surdité, qui travaille beaucoup avec justement les services de l'éducation. Oui, heureusement qu'il y a beaucoup de personnes qui bougent et qui œuvrent dans ce sens. Tu parles de l'APS, c'est vrai que c'est une association qui bouge beaucoup. Et puis, elle accompagne beaucoup les enfants sourds à l'école. Alors, c'est aussi bien dans le primaire qu'au collège, dans les classes spécialisées ou ordinaires d'ailleurs. Et puis, cette association, elle emploie des personnels qui sont professionnels dans la communication avec les sourds. Donc, on appelle ces personnes-là des codeurs. Il y a les codeurs LPC, pour la langue parlée complétée, et il y a aussi les signeurs LSF pour la langue des signes française. Bon, moi je préfère te laisser, et vous aussi, chaque téléspectateur, regarder le reportage d'Aurélie Chiron qui a été tourné à l'école de Pointe-Dimier, et là, on va en savoir un peu plus. Et avec nos élèves et ma collègue sourde, nous avons décidé de monter un petit projet et nous avons décidé de mettre en place 2 journées portes ouvertes pour venir visiter notre classe. Et donc nous, on leur apprend quelques signes, on leur montre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire avec les sourds. Par exemple, comment les appeler quand ils sont en extérieur, ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Donc vraiment essayer de sensibiliser tous les jeunes de l'école au handicap de la surdité. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? Pour apprendre des lettres. Pour apprendre des signes, oui. Et pour apprendre
Pour pouvoir quoi? Leur parler. Parce qu'on ne connaît pas les signes. Oui. Alors, je vous explique. On a décidé de faire cette journée pour permettre aux autres élèves des autres classes de venir nous visiter dans notre classe à nous. Parce que nous, on a une classe spéciale d'enfants sourds. D'accord. Donc on a choisi de sensibiliser les enfants puisqu'on remarque dans la cour de récréation que les jeunes ne jouent pas avec tout le monde. Il y en a certains qui, malgré leur handicap, reçoivent des petites chamailleries ou des petites... un manque de respect de certains élèves. Donc vous les sensibilisez par rapport à ça. Et aussi qui jouaient souvent avec les mêmes élèves et pas tous, parce que je pense que certains, du fait de la surdité, ne savent pas comment communiquer avec ces jeunes. Et justement, je pense qu'il leur manque ce petit vocabulaire, ces petites choses qui leur permettraient de mieux communiquer avec les enfants sourds. Ils parlent avec des gestes. Il y en a qui entendent, il y en a qui n'entendent pas. Il y en a qui peuvent parler et il y en a qui ne peuvent pas parler. Ça, dommage. Bientôt. Comme tout enfant, il essaye de se faire comprendre et puis voilà. Après, ils s'intègrent assez facilement, ils jouent avec tous ceux qui veulent jouer avec eux. Et pour eux, il n'y a pas de différence. Donc voilà. Donc nous avons proposé des ateliers. Donc déjà on a expliqué que pouvait faire un sourd et ce qu'il ne pouvait pas faire. On a aussi pu aborder le mutisme parce que souvent on a l'amalgame de sourd et muet. Donc avec certaines classes on a pu dire qu'on peut être sourd sans forcément être muet et que le mutisme concerne les cordes vocales qui ne marchent plus. Je m'appelle Ismaël. I-S-M-A-E-L. Je suis sourd profond. Je ne parle pas, je n'entends pas. C'est comme ça. Il ne parle pas et il n'entend pas. Mais est-ce que ça veut forcément dire qu'il est muet? Non. Non. Pourquoi? Non, parce que... Vous l'avez déjà entendu dans la cour de récréation? Oui. Oui ou non? Oui, je l'ai déjà entendu. Oui, tu l'as déjà entendu dans la cour de récréation. Oui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui fait taper ou... Il essaye d'appeler, donc il va utiliser sa corde vocale. Et une fois qu'on utilise sa corde vocale, ça veut dire qu'on n'est pas muet. Parce qu'on est capable de produire un son. J'entends un peu avec mes appareils. Et puis, Je parle. et je parle. Et il parle. D'accord? Après, on a pu comparer que les personnes sourdes, le seul handicap qu'ils ont, c'est qu'ils n'entendent pas, mais qu'ils peuvent tout faire comme tout le monde. Ensuite, on a appris quelques signes. On a été à la découverte de quelques signes usuels. Et après, on a fait des petits jeux, justement, pour essayer de voir comment les enfants ils peuvent savoir comment interpeller un sourd dans la cour de récréation. Donc toi, tu as appris la langue des signes dans la cour de récréation quand tu joues avec lui? Non, alors comment tu communiques quand tu joues avec lui en cours de récréation? Oui? Il peut faire des signes. Ah, ils peuvent faire des signes. Donc les signes, ça va remplacer l'oral pour nous, d'accord? C'est une façon de communiquer. Donc on va faire les signes devant ou sur le côté. Il y a une autre façon d'appeler un sourd. Comment on va le faire? Oui, on va le toucher. On arrive et on le touche. D'accord? Et ensuite, on a fait un petit jeu pour que ce soit les enfants entendants qui puissent essayer de trouver les signes des animaux. Donc mettre en situation inverse. Et certains ont pu trouver des signes qui se rapprochaient et d'autres beaucoup plus extravagants puisqu'ils utilisaient tout le corps au final pour essayer de communiquer. Donc voilà, on a expliqué que quand on communique en langue des signes, c'est la gestuelle des mains et les grimaces. Mais après, si on veut vraiment communiquer, la gestuelle du corps passe aussi très bien. Tous les moyens sont bons pour pouvoir communiquer
en signes et en gestes. À la fin, on leur a montré notre petit film en langue des signes que nous avons fait justement pour leur appuyer le fait que tous les sourds peuvent faire tout, n'importe quoi. Donc là, on a mis notre petit film pour dire qu'ils étaient acteurs. Donc je pense que pour ceux qui sont venus chercher les informations et venus dans la classe, ils ont découvert en fait vraiment ce qu'était une CLIS, puisque en fait on est dans l'école, on est en cohabitation, mais il y a très peu d'échanges, très peu de contacts, à part les élèves qui partent en inclusion. Donc c'est vrai qu'on a la CLIS, on sait qu'elle est là, mais qu'est-ce qu'elle fait réellement, les enfants ils ne savent pas trop. Donc là ils ont pu découvrir et j'ai pu me constater que les enfants en fait sont demandeurs d'apprendre la langue des signes. Mais je pense qu'ils seront mieux accueillis parce qu'ils auront déjà une meilleure réflexion, une meilleure compréhension de ce qu'ils ne connaissaient pas bien, qu'ils ont entendu des choses, voilà, on disait sourds-muets alors qu'au final ils ne sont pas muets, voilà, sur des choses qu'ils pensaient savoir et qu'au final ils ne connaissaient pas très bien. Donc là, certaines classes ont pu poser des questions. D'autres classes m'ont posé des questions pendant la récréation qui étaient vraiment, par exemple, est-ce que les sourds, s'ils ont des enfants, est-ce qu'ils vont forcément aussi les enfants être sourds? Donc ça suscite de la curiosité, oui. Et je pense que ça a brisé une certaine glace aussi, de montrer qu'ils peuvent venir me poser des questions sur la surdité. Ils peuvent maintenant communiquer avec les jeunes parce qu'ils ont appris plus de mots, donc, que simplement aller jouer et tout ça. Dans l'école. La partie qu'ils préfèrent, je pense que c'est quand ils doivent passer pour leur montrer comment signer certains signes, et puis la partie jeu sur trouver le signe de l'animal, puisque c'est vraiment leur mode de communication et ils sont contents de pouvoir échanger sur leur mode de communication. Voilà, on voit à travers ce reportage que la communication est importante. En tout cas, les enseignantes de la CLIS se donnent à fond pour que les élèves puissent justement se sentir pleinement acceptés et intégrés dans l'école. En tout cas, on leur souhaite de réussir dans leurs études. C'est vrai, on les encourage beaucoup. Et je voulais encore revenir sur ce fameux reportage dont je parlais tout à l'heure sur la langue des signes. C'était juste pour raconter que pour moi, c'était un tournage qui m'a beaucoup marqué parce qu'on a l'habitude de tourner en discutant, en parlant. Ouais. Alors que là, comme c'était avec des enfants sourds, tout s'est passé en silence. Donc, j'étais obligée, moi aussi, pour pouvoir communiquer avec eux, parler de l'importance de la communication. Eh bien, je me suis adaptée. J'ai dû aussi faire des signes. Bon, c'était un peu bizarre, mais le principal, on arrivait à se comprendre. C'est de se mettre un peu à leur place. Voilà. Et puis, les mots à retenir, je pense qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est respect et tolérance. Voilà, toujours dans le respect et la tolérance, comme tu le dis. Bon, ben voilà, j'espère que tu as eu une belle expérience en rencontrant justement ces enseignantes de la CLIS. Alors, est-ce que tu as une adresse à nous communiquer ou des numéros de téléphone? Oui, Élise, alors j'ai en fait deux numéros de téléphone. C'est celui de l'APS, l'Association pour la surdité, donc le 23 65 16. Ça s'affiche à l'écran. Et ensuite, il y a aussi le 79 09 29. Ils ont également un contact mail. Alors, contact@aps.nc. Et il y a aussi une adresse Internet, un site plutôt, www.aps.nc. Voilà tout ce qu'il fallait savoir sur les contacts. Voilà, merci Anna. On te retrouve pour une nouvelle rubrique dans la semaine. Tata. Tata à tous. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Côté Plantes. Alors, retour dans notre rubrique Côté Plantes. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième partie pour l'aloe vera. Donc, à rappeler que la dernière fois, on a parlé du côté médicinal. Aujourd'hui, on parle du côté alimentaire. Alors, donc, l'aloe vera, Bernard Suprin, on peut le manger. D'abord, bonjour et bienvenue. Bonjour Élise, bonjour à tous. Oui, effectivement, la dernière fois, nous avions parlé du côté médicinal de l'aloe vera. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'on peut aussi le consommer, cet aloe vera.
Donc on mange quelque chose et on se soigne en même temps. D'accord. Donc c'est vraiment extraordinaire. Alors comment procéder? D'abord, essayer de choisir une feuille aussi épaisse que possible. Parce que si la feuille est trop mince, si on est en période de sécheresse, là ça va être un peu compliqué d'extraire la pulpe. Donc là j'ai apporté... Toujours choisir une aloe vera, une grasse quoi. Oui, oui, bien grasse, bien épaisse. Hein. Alors j'ai apporté ici une feuille aussi épaisse que possible. Alors vous voyez la tranche, hein, c'est transparent, c'est translucide. Et là j'ai coupé 2 tranches, celle-ci et celle-ci. Et vous voyez que là on pourrait presque voir à travers, hein, c'est vraiment translucide. Et alors, donc c'est très facile à couper. Ensuite on épluche ces tranches. Donc on épluche, on enlève toute la partie verte. Je ne sais pas si la caméra peut voir ce que je suis en train de faire. Donc là, c'est très facile à faire. Hein, comme ça. Et là, on obtient ça, qui est très gluant, très gélatineux. C'est translucide et c'est ça qu'on utilise. Donc, on peut l'utiliser en salade de fruits ou alors on peut le consommer directement. Alors, beaucoup de personnes mettent ça dans un mixeur avec un petit peu de whisky. Mais attention à consommer avec modération. Alors pourquoi le whisky ou un peu de rhum? Tout simplement parce que les principes actifs sont véhiculés plus rapidement à travers l'alcool. D'accord. Donc il ne faut pas que ce soit une raison pour se saouler. Hein. Donc attention, l'alcool. J'insiste bien. Alors, par contre, il est très important de rincer ce gel longuement sous le robinet, dans une passoire. On fait couler de l'eau, on rince à 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois si nécessaire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'amertume. Parce que l'amertume, elle vient d'une substance qui s'appelle l'aloïne, qui est jaune, jaune vif, qui tourne au violet après oxydation à l'air. Et cette aloïne est responsable de l'amertume. Donc il faut absolument l'éliminer parce que non seulement elle n'a aucune propriété, et en plus elle est déconseillée, elle est même presque légèrement toxique. Et après avoir bien rincé, on peut utiliser ce gel dans la salade de fruits par exemple. Donc on coupe en petits cubes et on mélange ça dans la salade de fruits. Il n'y a pas vraiment de goût. Vous allez étonner vos amis, votre famille, les personnes qui ne savent pas ce que c'est vont dire « Ah, tiens, on dirait du litchi, mais ce n'est pas du litchi. » Non, effectivement, ce n'est pas du litchi. Donc, concernant le goût, forcément, oui, l'aloe, une fois qu'il est rincé, il a très peu de saveur, hein, il n'a pas vraiment de saveur. Alors, on vend dans le commerce de l'aloe, déjà tout préparé avec un goût de muscat. Moi, j'ai vu ça dans un magasin chinois. Et donc il suffit simplement d'ouvrir le paquet, on met ça dans la salade de fruits et ça vous apporte la présence de ces petits cubes transparents avec un goût de muscat. D'accord, et on peut l'utiliser que dans les salades de fruits ou dans les repas chauds à la Réunion, l'aloe est utilisé dans une multitude de produits de l'agroalimentaire, hein, par exemple des yaourts, des crèmes, etc. Il est très très utilisé. Alors, j'ai oublié de dire que si on ne rince pas ce gel, il suffit... Si on n'a pas d'eau à notre disposition, par exemple, il suffit simplement d'attendre une journée à peu près, de laisser ça... sécher? Non, ça ne va pas sécher. Mais simplement, ce qui va se passer, c'est que le jus jaune va tourner au violet. D'accord. Alors forcément, ça sera moins joli. Pourquoi c'est violet? C'est l'oxydation de l'aloïne à l'oxygène de l'air, ça va tourner au violet. Et dans ce cas-là, l'aloïne, elle est décomposée, elle perd complètement son amertume. Donc on peut très bien utiliser du gel sans le rincer, à condition
de le laisser à l'air au moins une journée. D'accord. Et bon, à part sa couleur violacée, il est absolument inoffensif et on peut très bien l'utiliser comme ça. Il n'y aura plus ce fameux goût amer. Ouais, amer. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Et on peut le conserver, on va dire, dans le frigo? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, il suffit de mettre ça dans une boîte Tupperware. On peut le garder très longtemps au frigo. Hein. D'accord. Donc, alors, quelles sont les autres vertus de plutôt le côté alimentaire de... Alors, au niveau alimentaire, il est très... On peut le boire aussi, d'ailleurs. Oui, il suffit de le mixer. Mixer. Donc, on mélange avec du lait ou du yaourt, etc., ou des crèmes. Hein. Et donc, au niveau de la consommation, il favorise le transit intestinal. Donc les personnes qui ont des problèmes de digestion, hein, que ce soit des constipations ou diarrhée, au contraire, ça régule. Ça régule. C'est très... Alors, moi, ce que je fais, j'en prends à peu près 3 tranches comme ça, tous les matins. Voilà. Et c'est très... Pourquoi 3 tranches? Ouais, bah c'est une dose. Ah d'accord, c'est une dose. Oui, c'est ça, oui. Utilisée, ouais. Oui, donc on voit bien là le côté transparent. Et puis je coupe, enfin j'épluche. Il faut bien éplucher et puis ensuite rincer, passer un peu au mixeur et puis ça fait beaucoup de bien. Donc vous le prenez en petit déjeuner? Non, avant. Avant le petit déjeuner. Même avant, oui. Ça passe mieux, mais c'est plus efficace. Donc, vous voyez le gel, là c'est assez spectaculaire. Alors, le problème, c'est que la plupart du temps, j'en ai plein les doigts, là, ça coule partout. Ouais, c'est gluant. Ah oui, c'est très, on dit mucilagineux pour faire savon. Alors, le problème, c'est que là, bon, j'ai un pied à feuilles épaisses. Mais la plupart du temps, dans les jardins, c'est des pieds à feuilles minces. Et ces pieds à feuilles minces, ils se multiplient facilement. Ils font des petits par dizaines. Malheureusement, les pieds à feuilles épaisses, c'est une variété beaucoup plus rare. Et eux, ils sont beaucoup plus radins pour faire des petits. Donc, ça pose des problèmes pour la diffusion. Donc, on est obligé de les planter, en fait. Ah oui, oui. Pour multiplier la plantation. Voilà, j'en ai plein les doigts, là. C'est pas désagréable, hein, d'ailleurs. Donc, autre chose à rajouter pour le côté alimentaire, à part le côté savonneux de l'aloe vera? Non, simplement... un petit conseil peut-être à donner si vous en avez à la maison, n'hésitez pas, vous pouvez en manger au quotidien, ça vous fera le plus grand bien. D'accord. Bernard Suprin, merci d'être venu nous parler du côté alimentaire de l'aloe vera. Merci à vous. Vous pouvez consommer en tout temps. Merci à vous, Élise, et merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour Marie-Hélène, alors aujourd'hui, de quoi parle-t-on? Donc on parle d'éducation, de formation ou d'enseignement? Bonjour Élise et bonjour fidèles téléspectateurs. Alors aujourd'hui, Élise, on va parler d'enseignement, mais ludique. D'accord. Parce que tu sais que chaque année, dans les établissements scolaires, qu'il s'agisse des écoles primaires, des collèges ou des lycées, il y a souvent des projets qui sont menés sur une année. On parle de projets pédagogiques. Et donc voilà, aujourd'hui on va s'intéresser à un petit projet pédagogique. Oui, d'ailleurs c'est une très bonne chose de faire découvrir autant de disciplines artistiques et scientifiques aux élèves. Ah oui, tout à fait Élise. Ça favorise l'éveil et la curiosité de l'enfant. Alors pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à un projet pédagogique à vocation artistique. Voilà, l'idée c'était aussi de développer un petit peu la créativité des élèves et puis bien évidemment leur faire apprendre, si tu veux, des techniques. Souvent dans l'artistique, il peut y avoir du théâtre, de la danse, des travaux manuels, voilà pour quelques exemples. Et si tu veux, cette fois-ci, ça sera donc du domaine du travaux manuel. Bon, puis on pense que ces techniques leur serviront justement pour leur construction personnelle et puis pour plus tard aussi, leur avenir professionnel.
Et puis le travail en groupe est vraiment bénéfique. Hein. C'est le travail de groupe, travail d'équipe pour le développement d'un enfant. Oui, et surtout pour l'événement qui nous intéresse, là, il a fallu donc, que le travail en groupe il se fasse. Et puis le choix, si tu veux, de cet apprentissage sur les techniques qui étaient choisies, il s'agissait de travailler sur le thème art et nature, Élise. C'est une fête ou quoi? Eh oui, tu as raison. Il s'agissait en fait de la préparation du carnaval de Koné. Voilà, donc tous les primaires de la zone de Koné et ses environs ont participé, ont préparé en fait le carnaval. D'accord. Voilà. Et donc, si tu veux, il y avait donc des ateliers manuels. Pour te donner quelques exemples de techniques qui ont été abordées, il y avait du collage, du découpage, il y avait également des travaux de peinture pour décorer les costumes. Et ce qui est bien, en fait, c'est que une majorité des matériaux étaient recyclés. Donc, ils ont recyclé grâce à leurs travaux, si tu veux, voilà, tout un tas de matériaux. C'est sympa, ils ont réalisé des chapeaux, des couronnes. En tout cas, ils devaient être motivés, joyeux et excités de faire tous ces costumes. Alors, si tous les scolaires, justement, participaient, il devait y avoir du monde. Combien d'enfants étaient dans la rue ce jour-là? Eh bien, il y avait des milliers d'élèves, Élise. Ils étaient 1400 au total. Ah, quand même. Ouais, c'est pas rien. Dans les rues de Koné, tu imagines. Pour une petite commune qui se développe, franchement, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, et donc, la mairie comment la mairie a su organiser la circulation? Alors justement, impossible d'arrêter la circulation si tu veux pendant plusieurs heures, quoi. Donc les voitures, en fait, elles contournaient l'axe principal qu'on connaît tous, du village de Koné. Et puis voilà, le parcours donc était emprunté par les enfants entre 8h, pas entre 8h et 11h, mais puisque le rendez-vous était donné à 9h. Mais voilà, on peut dire que de 9h jusqu'à 11h, les enfants étaient dans les rues, quoi. Il devait y avoir un bouchon énorme. Grâce à ce contournement, en fait, la fluidité de la circulation était quand même assurée. En tout cas, on n'a pas stoppé, tu vois, la circulation, c'est quasi impossible. D'accord. Alors, à quel endroit était prévu justement le départ de nos festivaliers en herbe? Alors, rendez-vous était donné à 9h à l'école des Flamboyants. Voilà. Ensuite, ils étaient accompagnés par bien évidemment les enseignants, les directeurs d'école, et puis surtout, il y avait un dispositif de sécurité en fait qui était assuré, parce que tu imagines tous ces enfants dans la rue et tout, il faut quand même que tout ça se fasse en toute sécurité. Donc il y avait les pompiers, le garde champêtre de Koné qu'on avait présenté dans l'émission, et puis bien évidemment les gendarmes étaient tous mobilisés pour favoriser, si tu veux, le bon déroulement de l'événement, quoi. Bon, comme j'ai pas pu être présente, j'ai hâte de voir le petit reportage qui leur a été consacré justement. J'ai hâte de voir les costumes, les fabrications et puis le travail des enfants. Eh ben, tu vas le voir tout de suite, Élise. À J-4, J-2, si tu veux, de l'événement, André Ravel et Charlie Funeau étaient à pied d'œuvre pour nous rapporter ces belles images. On va découvrir tout de suite le carnaval de Koné. Alors là, nous sommes actuellement à l'école de Noélie, une tribu de Koné. Moi, je suis maîtresse Céline, des petits et des moyens. On prépare le carnaval donc, pour la semaine prochaine. Donc là, c'est préparation de costumes et des couronnes. Donc ça travaille. Je fais des fleurs et aussi on a fait des couronnes. C'est un projet intéressant parce que déjà nous ça nous permet de pouvoir sortir de la tribu. Donc on va aller tous se rendre au village pour défiler. Ça permet aussi aux élèves de se rencontrer parce que nous on fait partie d'un groupe scolaire et ils n'ont pas forcément rencontré les élèves des autres écoles. On se rejoint tous sur le groupe scolaire d'Atitou et du coup ça va nous permettre de nous rencontrer et ensuite de pouvoir rencontrer les autres élèves des autres écoles de Koné. On a choisi pour le thème de l'art, on a choisi un artiste, donc c'est Vanessa Westcott.
qui peint des arbres de façon un peu rigolote en utilisant les spirales et des ronds. On s'est inspiré d'elle. Parce que les élèves voulaient être des arbres. Donc de mon côté, j'ai fait des recherches sur les artistes qui ont traité le sujet de l'art. Qu'est-ce que tu as peint? Des spirales. Une couronne pour mettre dessus la tête. Je travaille pour l'association Wakeri Kokenja qui travaille en partenariat avec la mairie Koni. C'est cette association qui s'occupe qui travaille avec la mairie pour le carnaval de cette année. Là, on est en train de décorer le char. C'est avec les animateurs de l'association. C'est ce char où il y aura la sonorisation, tout ça là, qui va ouvrir le défilé du carnaval. C'est avec le camion qui est juste là derrière. Le thème du carnaval de cette année, c'est l'art et nature. Puis après, en fait, dans toutes les écoles, ils ont leur sous-thème, mais sinon, le thème global, c'est art et nature. C'est un renouvelé, hein. C'est bien ça. Ça va animer le village, ça occupe les gosses. J'ai 2 enfants qui ont participé. Très beau spectacle, coloré. Pour l'année prochaine, je pense qu'ils vont faire encore mieux, comme tous les ans. J'espère revenir l'année prochaine, Dieu voulant. Voilà, magnifique. En tout cas, j'avais l'impression d'y être, quoi. Et puis, dis donc, le monde s'est investi à fond. Il y avait de belles choses. Et les enfants étaient tout mignons. Hein. Ça fait plaisir à voir. Hein. T'as vu ça, ouais. Tous grimés, là, tous costumés. Dès qu'il y a les enfants, dès qu'il y a les enfants, de toute façon, voilà, hein. Il y a une bonne ambiance. Hein. Tu sais qu'il a fallu quand même un mois de préparation. À toutes les équipes pour préparer tout ça. Donc les enseignants étaient à pied d'œuvre, bien évidemment. Et puis aussi les animatrices, tu sais, qui interviennent le midi, hein, on les appelle les animatrices du périscolaire. Ah ouais. Voilà, elles ont aussi donné un bon petit coup de main, quoi.
D'accord. Et on sait si le carnaval reviendra l'an prochain? Alors, le carnaval, en fait, est organisé tous les 2 ans à Koné. Donc, normalement, l'an prochain, ça sera plutôt la fête des écoles. Il y aura certainement un thème également. Voilà, et on retrouvera le carnaval l'année d'après. Donc, rendez-vous en 2016. Et on connaît le coût que présente justement ce type d'événement? Eh bien oui, figure-toi, tu sais que c'est quand même pas donné. Hein, le budget qui a été consacré est de 1 million de francs. À savoir que ce qui a coûté le plus cher, ce qui a représenté même la moitié du budget, c'est le transport, Élise. Parce qu'il a fallu transporter en fait les enfants qui sont scolarisés dans les écoles de tribu, au centre du village, à l'école les Flamboyants, où tout le monde se retrouvait pour le départ, quoi. D'accord. Et apparemment, il y a eu un arrêté qui a été établi justement pour le carnaval. Pourquoi établir un arrêté? En fait, c'est la marche à suivre. Lorsqu'il y a un événement, il faut qu'effectivement les choses soient actées. L'idée, c'est que tout se déroule au mieux et puis surtout que la circulation soit organisée au mieux pour qu'il n'y ait aucune gêne, en fait. Donc, une fois que cet arrêté municipal il est préparé, il est donc signé par le maire, puis affiché. Donc, voilà, c'est la marche à suivre. Bon, content d'avoir découvert ce travail que les enfants ont effectué dans les écoles de Koné pour ce fameux carnaval. Et tu restes avec nous. Donc, on continue dans la rubrique Job Éducation pour un point formation. Et donc, un institut universitaire de technologie appelé IUT ouvre l'an prochain pour se renseigner. Il est organisé une après-midi d'information. Oui, Élise. Alors, la dernière journée justement d'information se déroule le 1er octobre, mercredi 1er octobre, de 13h30 à 16h30. Donc, c'est à l'université du côté des Grands Jardins. Donc, rendez-vous là-bas si vous avez besoin de vous renseigner. D'accord. Et les lycéens pourront retirer un dossier de candidature? Oui, tout à fait. Et puis, sur le site internet aussi de l'université, il est possible de télécharger le dossier d'inscription également. Alors, juste pour un petit rappel, il faut savoir que cette formation-là, elle dure 2 ans. Il s'agit donc de décrocher à la fin un diplôme universitaire de technologie Élise, donc GEA, qui signifie donc gestion des entreprises et des administrations, option gestion comptable et financière. Donc les jeunes qui sont concernés sont les titulaires d'un bac STMG, alors qui signifie sciences et technologies du management et de la gestion, et puis également les titulaires d'un bac scientifique, le bac S, ou d'un bac ES, le fameux bac économie et sociale. Voilà, donc les réponses pour les admissions se feront en novembre, l'inscription en janvier 2015 pour une rentrée en février 2015. Et d'ailleurs, pour plus d'informations, je reçois donc jeudi, dans la rubrique Job et Éducation, Sandrine Gravier, qui est la responsable pédagogique de ce DUT GEA. Et on continue avec un master, avec plusieurs masters, justement plusieurs formations également qui vont ouvrir à l'université. Exactement, Élise. Et donc, on va parler pour l'instant de l'ouverture d'un master droit et management dans l'environnement calédonien. Donc, au programme de cette formation, de la gestion Élise, des langues, de l'informatique et de la communication, pour acquérir en fait une polyvalence. D'accord. Alors, quel emploi espérer avec ce diplôme? Avec ce diplôme emploi, si tu veux, les jeunes pourront travailler soit dans une entreprise privée ou publique et occuper donc un poste de cadre juridique ou de cadre de gestion. D'accord. Alors, qui est concerné par cette filière? Alors, les étudiants qui ont obtenu une licence de droit ou une licence en économie-gestion. Alors, la première année, si tu veux, du master, elle pourra se faire sur une année ou deux, selon le souhait de l'étudiant. Et puis, il faut savoir que la deuxième année du master, elle sera ouverte en 2016. D'accord. Voilà. Alors, il y a des options, Élise, qui sont possibles. Alors, il y a du droit privé, du droit public et du management. Et les inscriptions se font dès aujourd'hui? Oui, tout à fait. Les titulaires d'ailleurs d'une licence avant 2012 pourront donc déposer leur dossier de candidature Élise au plus tard le 30 novembre. Ceux qui sont donc titulaires d'une licence après 2012, il y a une préinscription en fait qui est possible, Élise. Ça se passe donc en ligne sur le site internet donc, de l'université de Nouville. Et donc pour rendre ce dossier, il faudra le faire en fait à la fin du mois de novembre. Alors, il faut savoir aussi que cette formation, elle concerne les adultes, elle concerne les personnes qui sont déjà dans la vie active. Voilà, c'est une formation qui est aussi proposée en continu. Alors, il est temps encore de s'inscrire pour une foule de formations qui concernent les demandeurs d'emploi.
Alors oui, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, il est possible de devenir constructeur professionnel en voirie et réseau, Élise. Alors en quoi consiste ce métier? Alors le constructeur professionnel en voirie et réseau, il réalise des travaux de construction sur les routes, des travaux de réparation ou d'entretien sur les routes également. Donc ça peut être des travaux pour réaliser des bordures, des caniveaux ou bien pour aménager du mobilier urbain. Donc des petits travaux de maçonnerie pour ce cas-là. Alors pour la partie réseau, il s'agit des réseaux enterrés pour le raccordement à l'eau potable ou bien aux eaux usées. D'accord. Alors quand est prévue cette formation? Alors elle se déroulera fin octobre, à partir du 27 octobre jusqu'au 13 mars 2015, donc sur le plateau technique en fait de la tribu de Bako. Alors sachez qu'il reste 5 places, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et est-ce qu'il y a encore des formations justement dans le secteur du bâtiment et des travaux publics? Oui, Élise, il y a une formation pour devenir maçon qui est donc proposée. Alors quel profil doivent avoir les téléspectateurs, ou les candidats, pardon? Alors pour ces 2 formations, il faut donc un niveau 3e ou bien un niveau CAP BEP en construction bâtiment gros œuvres. Alors si on n'a pas l'expérience ou si on n'a pas le diplôme, ce n'est pas grave. Faites-vous connaître auprès des structures dédiées à l'emploi, puisque comme ça, vous pourrez décrocher le fameux Sésame. Alors, la seule condition, Élise, c'est d'être apte physiquement. D'accord. Alors, quand se déroule cette formation? Alors, la formation, elle se déroule également fin octobre, donc du 27 octobre au 7 août 2015, sur le plateau technique donc, de la tribu de Bako. Il reste 6 places, donc voilà, encore des possibilités. Et après, le secteur des travaux publics et du bâtiment, c'est dans le secteur des industries et dans la maintenance qu'on recrute. Oui, effectivement, Élise. Alors, il y a une formation qui est prévue donc, pour les personnes qui souhaitent devenir techniciens en maintenance et d'automatisme industriel. Donc, voilà. Alors, quelles sont les fonctions de ce technicien? Alors, il contrôle, il détecte les pannes, il effectue des diagnostics, Élise, sur les équipements électroniques, électriques ou bien mécaniques. Alors, il peut très bien aussi être amené à optimiser, si tu veux, la sécurité de tous ces matériels-là ou bien donc de les rendre encore plus performants. Alors, pour postuler, il faut avoir un niveau Bac Pro, Bac Pro donc en maintenance des équipements industriels et puis également être titulaire. Ça concerne aussi, les titulaires d'un Bac Pro en maintenance, en mécanique, en électricité ou en électrotechnique. On sait qu'il y a du travail dans ce secteur-là de la maintenance. Et connaître justement les termes en anglais, les termes techniques en anglais est souhaité. Alors quand et où se déroule cette formation? Alors cette formation-là, elle se déroule à l'ETFPA de Bourail, Élise. Ça va se passer donc à la fin de l'année, du 1er décembre au 12 février 2016. Donc il faudrait que vous soyez disponible pendant 1 an et 2 mois. Alors la capacité d'accueil est de 16 personnes. Et on continue sur les formations dans le secteur du transport et de la logistique. Une formation pour devenir agent logisticien est proposée. Oui, alors la logistique, on le sait, Élise, concerne l'entrée et la sortie des marchandises au sein d'une entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler exactement, concrètement, quel est le rôle de cet agent? Alors, cet agent-là, il sera chargé donc de la réception, du contrôle et du stockage des marchandises qui vont entrer et sortir de l'entreprise dans laquelle il va travailler. Cette entreprise-là, elle peut être soit dans le secteur de la mécanique, dans le secteur pharmaceutique, dans le secteur de l'électroménager ou bien donc de l'alimentaire. Alors, comment postuler pour toutes ces formations? Alors, pour cette formation-là, les personnes sans expérience sont bien évidemment les bienvenues. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître. Et puis, pour ceux qui seraient titulaires d'un CAP BEP en magasinage, emballage, en distribution ou en vente, eh bien, ils sont bien évidemment les bienvenus. Voilà, Élise. Et donc, on continue avec 2 dernières formations. Peut-être un numéro de téléphone, pardon? Non, la date, Élise. La date, j'ai oublié de préciser la date. Oui. Excuse-moi. Alors, la formation elle se déroule à Bourail, à l'ETFPA. Et puis, du 29 octobre au 3 avril 2015, il faudra être disponible. Sachez qu'il reste encore 3 places. D'accord. Bon, on continue avec l'association Semea.ro qui organise un stage de qualification sur le thème surveillance des baignades. Oui, Élise. J'ai encore oublié de donner quand même les numéros de téléphone. Ah, ok, le numéro de téléphone qu'on connaît tous d'ailleurs. Oui, qui est donc celui de la DEFIGE, pour ceux qui veulent des renseignements. Il faudra donc composer le 47 72 27. Et puis, bien évidemment, on peut aussi se rapprocher, on l'a déjà dit, des structures qui sont dédiées à l'emploi. On pense donc aux missions d'insertion des jeunes, à Cap Emploi, au point formation jeunesse aussi, qui peuvent transmettre des informations. Et puis, elles sont indemnisées, toutes ces formations, Élise.
Bon, ben voilà, n'hésitez pas à postuler. Et on continue finalement avec notre association Semea Puero Waru. Oui, qui organise un stage de qualification, Élise, sur le thème de la surveillance des baignades. Voilà. Alors ce stage, je sais qu'il s'adresse en fait aux personnes qui sont déjà titulaires d'un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, ou bien, ou qui ont suivi déjà un stage dans le secteur de l'animation, un stage d'une durée minimum de 14 jours, dans une structure en fait agréée, donc un centre de vacances ou un centre de loisirs voilà, qui est déclaré. Alors, jusqu'à quand peut-on postuler et quelle date se déroule cette formation? Alors, cette formation elle va se dérouler du 5 au 12 novembre prochain, Élise. Et puis, dépêchez-vous parce qu'il va falloir en fait vous faire reconnaître avant le 10 octobre, date à laquelle les inscriptions vont être clôturées, Élise. D'accord. Et j'ai entendu parler d'une présélection au concours d'infirmiers. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, mais avant, Élise, les personnes peuvent se renseigner à l'association en composant le 471 ou en se rendant sur le site internet de l'association qui est donc le suivant, poirawaro.nc. Voilà, donc on continue maintenant avec notre concours d'infirmiers. Oui, il y a une présélection en fait au concours d'infirmiers qui s'organise, Élise. Donc ça veut dire que ça concerne en fait certaines personnes. Voilà, donc par exemple les salariés du secteur social et sanitaire qui peuvent justifier d'une expérience de 3 ans. Et puis celles qui ne sont pas du tout en fait dans ce secteur-là d'activité, mais qui ont une expérience professionnelle de 5 ans et puis qui sont titulaires du bac. D'accord. Alors comment les candidats vont-ils être sélectionnés? Eh bien, ils vont devoir passer en fait une épreuve écrite qui va se dérouler à Nouméa et la date fixée est le 15 novembre, Élise. Et il faut remplir un dossier de candidature, alors où peut-on le récupérer? Alors pour le récupérer, il faut s'adresser donc aux structures dédiées à l'emploi que vous connaissez déjà. Il y a donc les points information jeunesse, les missions d'insertion des jeunes, donc la mission locale d'insertion des jeunes du Nord et puis également Cap Emploi. Donc il faudra bien remplir le dossier, donner toutes les pièces qui vous sont demandées et puis ensuite il faudra le déposer avant la date butoir ou sinon le transmettre directement à l'Institut de formation des professions sanitaires et sociales, connu sous le nom de l'IFPSS, qui se trouve à Nouville, avant donc le 17 octobre. Voilà, beaucoup d'informations concernant les emplois et les informations, donc n'hésitez pas à nous contacter si besoin, donc en nous envoyant un mail à laquotidienne@nctv.nc. Merci Marie-Hélène. À bientôt Élise, au revoir. Voilà, c'est avec cette rubrique que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. Tata à tous.